Bienvenue dans la spéciale, une spéciale tout à fait exceptionnelle. Exceptionnelle à plus d'un titre. D'abord parce que les gens que nous recevons aujourd'hui nous font un cadeau de Noël merveilleux, celui de voir leur film sur LMTV en intégralité, et c'est du cinéma et c'est du long métrage qui est absolument exceptionnel, puisque ça fait au moins 10 ans, si ce n'est plus, que nous n'avons pas diffusé un film de long métrage sur LMTV. Et puis la deuxième raison exceptionnelle, c'est que je les tutoie l'un et l'autre, et ça n'arrive jamais non plus à l'antenne. Je les tutoie parce que j'ai beaucoup d'affection et d'admiration pour l'un et l'autre, les deux réalisateurs sartois. Gilles Cousin, bonjour. Bonjour Pascal. Claude Sossereau, bonjour. Bonjour. Alors, on aurait pu inviter un troisième réalisateur sartois qui, lui, est plus jeune et qui vient de débuter et qu'on peut admirer aussi. Monsieur Guillaume Renusson, mais il y a aussi Bertrand Guéry, il y a aussi Michel Baudin qui ont fait des longs métrages. On est 5 dans la Sarthe à avoir fait nos longs métrages, entre guillemets, nos rêves d'enfants certainement. Mais vous êtes des vrais Sartois, vous êtes nés là, et vous avez fait avec des Sartois, pour des Sartois, etc. C'est à l'occasion des 40e rencontres ciné-vidéo de Mamers que j'ai eu le plaisir de revoir le premier film de Gilles Cousin, que tu as réalisé à quel âge ? C'était le deuxième film, parce que le premier, je l'ai fait à l'âge de 14 ans et demi, mais le deuxième, j'avais 16 ans, 17 ans. Je l'ai écrit à 16 ans, je l'ai tourné à 17 ans, il est sorti le jour de mes 18 ans. Et il s'appelait Coup double, où c'était l'affaire Gandouin, revue et visitée par Gilles Cousin. C'était assez extraordinaire. Est-ce que tu l'as vu ? Tu étais à Mamers J'ai découvert, en fait, je connaissais Rouget le Braconnier, mais les courts-métrages de Gilles, j'en avais jamais vu. Donc, Et alors, ton premier film, toi, c'est à quel âge ? Beaucoup plus tard, 27, 28 ans. Ouais. Je suis pas né... ça n'a pas bercé mon adolescence, je dirais, le cinéma, mais... Alors, ces rencontres de Mamers, ce sont des rencontres essentielles, j'allais dire, pour les gens qui aiment l'image. Donc, il y a 40 ans, inventé par Jacques Morisseau, et puis ensuite développé par James Vidal. Il faut les citer quand même l'un et l'autre, parce qu'ils ont été très importants. En matière de cinéma, sur Mamers, il y a aussi, on peut le citer, je pense, Emmanuel Chevrel, évidemment. Il se passe quelque chose, là ? Non, Mamers, je me rappelle très bien, Jacques Morisseau vient me voir et me dit je voudrais qu'on fasse quelque chose, un événement, il y a du cinéma qui se passe ici, vous faites des choses, tu connais tout le monde, est-ce que tu peux réunir les gens ? On est parti, on a amené nos projecteurs Super 8, 16 mm à l'époque, c'était que de la pellicule, et puis on a commencé comme ça à MJC, à Mamers, et c'est devenu, ça a duré 40 ans, et on a rencontré plein de gens qui rêvaient parfois de faire du cinéma, et qui venaient de montrer une part de leurs rêves, dont Claude, et comme Bertrand, comme Guillaume, comme Michel Baudin, tous sont passés à Mamers. On a vu des gens, des Sartois, des gens qui vivaient ici ou qui aimaient notre territoire et qui aimaient le filmer. Bon, et toi, ça t'a permis d'avancer, d'évoluer ou pas, Mamers ? En fait, ça m'a permis de rencontrer des gens, déjà, et puis surtout, je pense qu'on fait un premier film, un court-métrage, on n'a aucune idée de... comment on peut diffuser, et il y a des festivals beaucoup sont compétitifs, et le gros avantage de Mamers, c'est que c'est d'abord un moment d'échange et de rencontre, donc il n'y a pas de sélection, je dirais, sauf s'il y a trop de films pour la journée, mais donc moi ça a été l'occasion de les voir sur grand écran et de partager avec des gens ces premiers films. Oui, parce qu'on a les premières réactions, là. Oui, parce qu'on n'imagine pas, j'imagine. Enfin, j'imagine qu'on n'imagine pas, oui. Puis, c'était présenté par Pascal Brelon. Et donc, il y avait un échange. Je dirais qu'on retrouve, en fait, les gens qui sont dynamiques aussi sur le... Enfin, je trouvais que, pour moi, c'était d'abord un lieu de rencontre et d'échange, et d'avoir un retour sur un film, parce qu'un film, c'est beaucoup de préparation, on en parle beaucoup, puis finalement, une fois qu'il est fait, on ne sait pas trop où aller. Et Mamers, vraiment en Sarthe, parce que c'est quand même... je ne sais pas s'il y a d'autres exemples, enfin, il y en a sûrement, mais des lieux comme ça, où une fois par an, on sait qu'on peut passer son film et échanger avec le public, c'est quand même une chance, et puis ça dure dans le temps. Donc alors, Mamers n'existait pas, évidemment, au moment de Rouget le Braconnier. Bien sûr que si. Ah si, déjà. Ah oui, pardon, il n'existait pas au moment du premier film, mais par contre, il existait au moment de Rouget. Oui, tout à fait. En 88, ça fait déjà quelques années, on a fait l'avant-première à Mamers, je m'en rappelle très bien à l'occasion des rencontres, et c'était un super moment. Eh bien, vous allez comprendre pourquoi, puisqu'on va vous proposer la bande-annonce de ce film qui, je vous le rappelle, va être diffusé en intégralité chez nous dans quelques jours, mais on en reparle tout à l'heure. Cette histoire-là, on se la racontait jadis à la veillée. Cet homme a commis des assassinats de la manière la plus lâche et la plus méprisable. Il a frappé jusqu'à 5 fois sa victime désarmée. Ce qu'a fait Rouget,
On a tous eu un jour envie de le faire. Je savais qu'on te tenait. Tu pouvais pas faire autrement que de recommencer. Je vois que certains profitent de la situation. Pas sûr. C'est pas ceux qu'on croit qui en profitent le plus. Pas de Judas parmi nous, mes frères. Vous allez pas me mettre en prison? Il s'appelait Louis. Il était braconnier. Un lapin, ça passe toujours au même endroit. Et ça fait ses crottes toujours au même endroit aussi. Alors quand t'as trouvé ça, là tu peux poser ton collet. Le lapin a traversé le chemin, il appartient à personne. C'est pas le premier. C'est dans sa prison, loin des amis, qu'il a compris que la liberté peut emprisonner le jour où l'on fuit. Rouget, le braconnier. Une histoire que vous aurez envie de raconter. La voix superbe de Nicolas Silberg de la Comédie Française. Tout à fait. Et d'Yves Belluardo qui chante. La chanson, et le regretté Yves Belluardo, qui était aussi un des piliers de Mamers. Il faut le dire. Alors, le cinéma, ça vous vient d'où Ça vient d'une rencontre avec un réalisateur sartois. Pour faire simple, c'est vrai. C'est vrai. Comme dans un film, il y a un élément déclencheur, et il est vrai que Gilles Cousin m'a donné envie de faire du cinéma. Je ne le savais pas. Hein. Alors c'est pas parce qu'il est en face de moi, il le sait. C'est-à-dire que moi, j'ai pas grandi dans le cinéma. J'ai découvert j'allais au cinéma. J'étais quelqu'un qui était juste un public lambda. Et je crois que c'était en 97, au siècle dernier. Il y a eu un stage cinéma et Gilles nous a présenté Rouget le braconnier. Puis après cette projection, tu nous as parlé du film, de l'aventure du film. Et ensuite, il y avait l'écriture d'un scénario commun, on était une vingtaine de personnes, et puis la réalisation d'un film. Voilà. Mais ça aurait pu être qu'un stage, comme nombreux stages ou formations. Et après cette semaine-là qu'on a passée ensemble, j'ai eu envie je me suis inscrit à un atelier l'année d'après, mais sans... Donc c'est contagieux, quoi. C'est contagieux. Puis Gilles est quelqu'un qui... Il a inoculé le virus, quoi. Oui. Enfin, quelqu'un qui est généreux, qui partage sa passion. Et moi, ça m'a déclenché. Puis après, j'ai fait mon chemin tranquillement. Alors, il faut préciser que toi, tu as un métier à côté. Hein. Moi, je suis enseignant, je suis prof des écoles. Voilà. Donc, alors que Gilles a eu un parcours un peu différent, puisque ta passion de cinéma, tu l'as transformée en métier. Ouais, j'ai eu la chance de pouvoir faire toute ma vie, entre guillemets. Hein, j'ai commencé très jeune. En effet, le cinéma de façon amateur, comme tout le monde. Et puis, j'ai fait des études de cinéma. Et derrière, j'ai travaillé dans le cinéma, la télévision, toute ma carrière. Et j'ai eu cette chance. Et alors, en télévision, tu as fait des choses qui te plaisaient particulièrement ? Ah oui, je me suis fait énormément plaisir. Par exemple ? Oh, il y en a tellement, je ne sais pas, mais... les grands événements, essentiellement. Les grands événements, quand je fais le Tour de France, le Vendée Globe, la Route du Rhum, les 24 heures du Mans. Et alors justement, dans sa relation qu'on a avec le cinéma, qu'est-ce qui évolue quand on fait ce genre de métier ? C'est d'abord, moi souvent, lorsque il y a deux sortes d'événements dans la télévision. Il y a le direct, et il y a ce que j'appelle les émissions de flux, qui sont soit des magazines, des documentaires, des choses comme ça. Dans les magazines et les documentaires, c'est surtout la rencontre des gens, c'est la rencontre, aller découvrir, aller partager des moments de vie, des moments d'excellence souvent, de moments uniques, et de le raconter. Mais c'est la même chose que raconter une fiction. Une fiction, c'est des gens qu'on rencontre souvent dans la vie et qu'on remet dans la fiction. Eh bien, moi, j'ai fait ça toute ma vie en alternant le direct où là, on a, comme en ce moment, on se parle, tout est vrai, tout est dit. Et puis, quelquefois, le moment où on prend le temps d'écouter. Alors, ce qui est intéressant dans le parcours de Claude, c'est que donc, tu es enseignant et tu as une patte que personne d'autre n'a, c'est la direction d'acteurs. Mais pas n'importe quel acteur, les petits acteurs, les enfants. C'est étonnant comment on fait pour diriger des enfants. Alors oui, parce que je suis dans le bain tous les jours avec des enfants. Et j'ai eu des enfants, mais c'est vrai que parfois dans les films, ce qu'on repère, ça peut être que les dialogues ont été écrits par des adultes et sont dits par des enfants, et on sent un petit décalage. Alors, pour moi, en tout cas, effectivement, quand on passe des journées, des années avec des enfants, donc on est imprégné quand même du sujet. Et ensuite, pour les diriger, peut-être comme les acteurs, on les dirige pas vraiment, mais par contre, on les prépare. Et c'est une histoire de confiance, de beaucoup de dialogue. Dans Le Signe des héros, pratiquement
l'intégralité des dialogues, je les ai écrits, mais les enfants ont quand même validé aussi. On va découvrir ça tout de suite à travers la bande-annonce. Je crois que j'ai découvert un super-héros. Ça vient en Amérique, les héros. Bah, c'est le jeu de ta voisine. Pas celui-là. Il est chez nous et même que je trouve qu'il est un peu vieux. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Fous-moi le camp! Je retournerai pas en prison, t'entends? Tu veux lui demander de retrouver ton père? Pas mal dormi? T'es le mauvais poil? Fous-moi la paix, file à l'école. Elle rêve même de voler. C'est peut-être parce qu'on s'appelle oiseau. Oui, seulement ici, on a les pieds sur On terre. pourra pas appeler mon père, son téléphone, il déconne. Il est chez toi, là? Parce que moi, je vais aller le voir. Non, il a disparu. Ce que je veux, c'est qu'on me laisse tranquille. Mais non, c'est juste une machine volante. Une vraie. Il paraît que c'est volé. C'est le curé qui me l'a dit. Il y a quelques années, il a perdu un enfant qui avait à peu près ton âge. On doit être bien sur la Lune. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. C'est peut-être le paradis. On dirait que ça te fait rien que papa il soit parti. Non, ça me fait pas rien. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? T'es pas d'oiseau. Je veux bien que tu te taises pour l'instant. Je veux plus t'entendre. Je vais te casser la gueule. Monsieur Perroni. Monsieur Pironi! J'aurais voulu. Tu m'abandonnes, c'est comme pour ton fils. Va-t'en, je te dis! Il s'envole. Tu veux dire avec ta machine? Voilà. Lola! Tourné en Sarthe, hein, vous avez reconnu évidemment ces paysages absolument merveilleux. Il faisait beau. Oui, c'est l'été 2018, on a eu la chance d'avoir toujours du beau temps. On a eu une demi-journée de pluie, donc pas de retard sur beaucoup de scènes sont en extérieur. C'est le seul truc qui a été facile, le temps, parce que tout le reste, ça a été un petit peu compliqué à monter. Un peu plus compliqué, oui. C'est de la folie quand même. On est enseignant, on décide de monter un long métrage. Comment on fait ? Disons que déjà, il y a un aspect physique, il ne faut pas se cacher, c'est que les journées sont longues et il y a de la fatigue, parce que c'est un cumul de fonctions. On prend un congé sabbatique ? Alors, j'ai pas pris de congé sur ce film-là, puisque j'ai tourné au mois de juillet-août, et j'ai préparé, alors j'étais à temps partiel, mais ce qui me donnait une journée de plus en semaine pour travailler sur le film. Donc, je travaillais après l'école. Comme le montage du film, je montais en rentrant le soir. Et le week-end, les vacances, c'est ce qui fait que ça a duré 1 an et demi, mais c'est le cumul. C'est la motivation, c'est l'envie, parce qu'à côté, l'école aussi. Et aucun financement, ou presque. On a eu du mal à... les financements, Bertrand Guéry avait essayé, et on n'a pas trouvé le financement. Donc en fait, c'est devenu un projet vraiment labellisé Sarthe, puisque Pascal, tu étais là dès le début. Et les partenariats qu'on a eus avec les Transports Tremblay, par exemple, qui nous ont accompagnés, des entreprises de restauration. Donc en fait, il y a eu beaucoup de lignes du budget qui ont été réduites grâce à l'implication d'entreprises sartoises. Alors, on a réduit au maximum. C'était compliqué. Mais il y a autre chose qui a dû être beaucoup plus compliqué encore, c'est Gilles Cousin qui démarre le film avec une équipe et qui s'arrête au bout de 8 jours. 8 jours. 8 jours de tournage. Là, les moyens avaient été votés, moyens relativement importants. Oui, un très gros budget avec un producteur qui avait pignon sur rue, puisqu'il avait eu un prix, il venait de remporter la Palme d'Or à Cannes avec un de ses films. Et puis, on avait présenté Rouget, le projet à Cannes. Et ce que personne ne devinait, n'aurait pu imaginer, c'est que ce monsieur allait faire banqueroute. Et donc là, on repart à zéro. Et là, on remet les compteurs à zéro, mais avec des dettes, avec beaucoup de soucis. Alors c'est comme ça que Marianne Bassler devait jouer. Marianne, Zabou, il y avait... Elle a commencé à jouer. Elle n'a pas tourné. Elle n'a pas tourné. C'est Jean-Philippe Écoffet qui avait tourné. Il y avait, mais il y avait déjà Nicolas Silberg. Il y avait déjà des comédiens, mais une partie de l'équipe, tout le monde a été obligé de rentrer chez lui au bout de 8 jours de tournage, et avec des rushs inédits, avec des choses... D'ailleurs, qu'on raconte un petit peu... Dans ce que nous allons voir après, puisqu'il s'agit d'une heure de dialogue autour du film. Mais avant, je vous propose d'écouter un peu de musique. Une musique qui ne date pas du film, mais ça, on en parle dans un instant. C'est dans sa prison, loin des amis,
qu'il a compris que la liberté peut emprisonner le jour où l'on fuit. Dans sa solitude, dans son cachot, il a emporté l'amour d'une femme, toutes les larmes de ceux qu'il a quittés. La musique dans un film, c'est important, évidemment. On y reviendra peut-être un instant. Bon, là, l'originalité de ce que tu nous proposes, c'est que l'acteur principal chante les chansons du film. Combien d'années après On est en 2010 et ça faisait 22 ans après. Ouais. 22 ans après, il a interprété, il a non seulement interprété la chanson du générique de fin, mais il a aussi composé des différentes chansons autour des différents personnages, la 1100, Rouget, les enfants, et il a fait un CD. Voilà, ce CD que certains d'entre vous ont gagné la semaine passée, puisqu'on l'a offert effectivement à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, c'est quand même bien normal. La musique, alors moi je sais que j'avais été très séduit par ce qui a été fait dans le cadre de ton film. Ben moi c'est Baptistin Fréal qui a composé la musique, et j'ai beaucoup aimé aussi cette collaboration, parce que je découvrais, en fait, on a un peu plus travaillé la musique sur le signe des héros. Les courts-métrages, c'est différent, enfin, on travaille aussi la musique, mais là, ça a pris du temps, très en amont du tournage. Et Baptistin, à part le générique de fin, qui était une musique existante, mais il a retravaillé... déjà, je voulais une voix d'enfant. Donc, dans le générique de fin, il a trouvé une enfant qui chante. C'est pas Rachel qui chante dans le générique, mais... Et puis, je crois qu'il y a eu quelques paroles de modifiées, mais... Baptistin a été là très en amont pendant le tournage, il s'est imprégné et puis après il a écrit le thème est venu rapidement, enfin il me l'a proposé rapidement et ensuite il fait tout lui aussi, il s'enregistre, il mixe, il fait... Ça donne un excellent résultat en tout cas. Bon, avant de regarder ce que tu as préparé, c'est-à-dire un documentaire, un bonus exclusif pour nous, qui permet de revenir un peu sur toute l'aventure, la préparation, etc. Deux mots quand même de l'histoire de chacun des films que vous avez imaginé, réalisé. Rouget le braconnier, c'est une aventure. Alors d'abord, c'est épique, j'allais dire, c'est historique, c'est dramatique, c'est un film d'époque. Oui, et c'est une histoire vraie. Une histoire vraie qui se passe à la limite de la Sarthe, de la Mayenne et du Maine-et-Loire, qui a fait l'objet de veillées, ensuite de livres, ensuite de pièces de théâtre, ensuite de BD. C'est certainement l'histoire la plus racontée par tous les moyens depuis un siècle et demi. Alors ça se déroule presque en Sarthe. Ça se déroule vraiment en Sarthe. On est à côté de Sablé-sur-Sarthe, on ne peut pas être plus près. À Domeray. À Domeray, Domeray qui est à la limite de Maine-et-Loire. Rouget est né en Sarthe, il faut le savoir, il est né à Notre-Dame-du-Pé. Et Notre-Dame-du-Pé fait partie du département de la Sarthe. Voilà. Et c'est une histoire vraie. Et tout ce que les gens vont découvrir dans le film, je ne l'ai pas inventé. Alors l'histoire, en revanche, du signe des héros... Elle est vraie dans ta tête. Dans mon imaginaire, oui. Voilà, c'est ça. Et elle se déroule, en Sarthe, mais elle aurait pu être n'importe où ailleurs. Oui, en fait, c'est une histoire de campagne quand même, mais elle est sartoise. Toutes les images ont été faites en Sarthe. Et donc nous, moi c'est parti un peu d'un court-métrage que j'avais fait il y a quelques années, c'était un point de départ. Mais l'histoire c'est une petite fille qui vit seule avec sa mère et qui recherche son père, qui n'a pas de réponse sur la disparition de son père. Et un jour arrive un voisin avec un bracelet électronique à la cheville, et donc qui sort de prison pour les adultes, mais qui pour elle, comme il cache son bracelet, elle est persuadée que c'est un super-héros qui a des bracelets aux super-pouvoirs. Je joue sur les dialogues pour garder un petit peu cette ambiguïté. Donc après, le film, il se lance sur ça, cette petite fille qui veut devenir l'amie de ce super-héros. Et on n'en dit pas plus. Et on n'en dit pas plus, c'est le début du film. Voilà, le reste, les gens le découvriront évidemment chez nous, sur LMTV, au cours de ces soirées. On regarde surtout tout ce qui s'est passé autour, avant, pendant, après. Et on se retrouve pour une petite conclusion et vous donner les bonnes dates pour les regarder. Bon, c'est bon pour vous les gars? C'est bon. On fait une méca. Ok, silence s'il vous plaît, on va faire une méca. Quand tu veux, Claude.
Action. Le rôle de Pierre Perroni a été écrit pour Raphaël, avec qui j'avais fait plusieurs films. Par contre, la petite fille, je n'avais pas de comédienne forcément. Et donc j'ai fait un casting en Sarthe. Et là, Rachel est apparue sur une 3e série de casting. Et donc, même s'il y avait d'autres enfants, j'avais reçu 300 réponses. J'ai vu une centaine d'enfants. Je suis une petite fille qui s'appelle Lola. Voilà. Qui a une maman, qui a un papa, mais en fait, elle croit que son papa a disparu. Donc, elle a un nouveau voisin qui a un bracelet électronique à la cheville. Elle pense que c'est un super-héros parce qu'elle entend une conversation. Donc du coup, elle va essayer de gagner sa confiance pour que la personne l'aide à retrouver son père. Et à la fin, quand elle te dit mais comment t'as fait, tu dois regarder par là. Parce que là, t'étais de profil, on voyait pas tes yeux. Il faut que tu regardes par là. Tu regardes le ballon qui arrive. En fait, vous êtes tous les deux. Voilà. Même, je pense qu'il faut que tu sois carrément... Tu vois, la caméra, elle est là. Ouais, exactement. Et puis quand elle te dit bah, comment t'as fait, Emile, là, comme t'as fait, c'était très drôle. Je m'appelle Paul. Et dans l'histoire, je joue le rôle de l'ami du rôle principal, Lola. C'était ton ami hier? Celui avec qui tu parlais tout bas, le premier type. J'ai pas d'amis ici. Moi, je sais comment se fait des amis. Moi. On dirait que tu sais beaucoup de choses, toi. Maman, elle en a 254. C'est beaucoup trop. Et puis on n'a pas 254 amis comme ça. Ben si, avec Internet, elle en a 254. Donc je m'arrête par ici. Ouais. Et je reste sur le vélo. Et tu restes sur le vélo, il n'y a pas de déplacement. La scène, pour qu'elle soit pas trop longue, tu t'arrêtes. En fait, tu prépares tu manigances ton truc. Tu y vas tout doucement, vas-y. Si tu vas sur la pointe des pieds. Voilà, comme tu fais. Du coup, Pierre, bouge pas. Le signe des héros, ça, je crois que ça s'est fait, d'abord c'est à l'initiative de Claude et ça s'est fait naturellement dans le sens qu'on a, après Paola, on a tourné, je crois, Le Saint de Stockholm et après Demain ce sera bien. Donc on a fait 3 films ensemble, des moyens métrages. Et puis on a eu, comme je disais, on a eu une relation humaine, c'est-à-dire pour moi ça a toujours été important, au théâtre comme ailleurs, de rencontrer d'abord une équipe et d'abord des gens, des personnes avec qui je vais vivre et passer un moment. Récupérer les vélos. Il va les mettre dans son coffre. Ah, il les met dans le coffre et il les ramène ici. Il va les ramener là. Ou il les ramène au gîte. Hein. On a fait une grande fusée qui fait 3,50 m de hauteur, par exemple, façon Tintin, pour qu'il puisse rentrer dedans. Mais aussi des petites fusées à eau pour qu'il puisse en tirer dans les ballons qu'il doit descendre dans l'histoire. Et puis un arrêt de bus à un moment donné, ou aller chercher une cabine téléphonique dans une commune pour la remonter dans une autre. Voilà, nous on est sur des travaux comme ça. C'est l'homme à tout faire alors. Oui, c'est ça. Déco. Décor, ça fait déjà 4 semaines qu'on y est, nous. Ouais. Voilà. Elle est là, ouais, tu vois, la moitié carrée, je crois. Tout ici. Donc Lola qui en un seul plan, en tout cas elle arrive, elle regarde son ballon, elle ouvre, mais ça ne s'ouvre pas, elle grimpe sur le truc, elle tombe en arrière, elle disparaît, elle donne des coups de pied dans le portail. Ça c'est un plan ça. Ouais.
Tout ça sur un plan. Un petit coussin. Il y en a un. Un coussin. Comment non, c'était ballon. Je m'en fous de la bise. Ouais. Voilà. Même si là c'est pas ça. La brise. Ouais. Tu t'es jamais fâché, t'as jamais dit j'en ai marre, j'ai trop chaud, j'ai soif, j'ai faim. Si, une fois j'ai dit j'ai soif. Mais... Oui, non, mais... c'est parce que j'essaie que le film soit bien. Ben voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de regarder ce film. Merci d'abord de nous avoir autorisé l'un et l'autre à diffuser ce film. Alors je vous rappelle que le principe sur LMTV, c'est que ça vous est proposé vers 18h30 et puis ensuite c'est multidiffusé pendant 24 heures. Ce film, donc Rouget le braconnier, qui est remasterisé cette fois-ci. Oui, on a remasterisé, on a retravaillé avec les nouvelles technologies à la Cité du Film au Mans, avec Anne-Sophie. On a retravaillé ce qu'on appelle l'étalonnage et les nouvelles couleurs que l'on veut donner pour être dans le temps. Donc ça, c'est le mardi. Et le mercredi, le lendemain, mardi 26, le mercredi 27, ce sera le signe des héros. Qu'est-ce qui se passe après le signe des héros? Un nouveau long métrage, je crois savoir. Ben, j'aimerais. Mais... Il y a un projet. Ouais, il y a un projet, oui, bien sûr. Ben, il faut le dire. Oui, avec Bertrand Guéry, qui distribue le signe des héros, on travaille ensemble pour d'autres projets, d'autres aventures. Ouais. On vous suivra évidemment. Bon, on ne se quitte pas tout à fait, on reste quand même dans Rouget, puisque tu nous as amené un objet très étonnant, enregistré longtemps après. Hein. Oui, enregistré à l'occasion de la sortie du DVD. On a fait un bonus en réunissant Jérôme Obino, qui est un ami, un conteur, et Gérard Gourmel, qui a écrit le livre L'histoire d'un film. Lorsque le film était sorti, il était accompagné du récit des galères et des bonheurs de faire un premier film. Et on a fait un entretien de 1h15 où on raconte tout ça. Dans la salle du Royal dont nous avons diffusé hier l'aventure justement de la Renaissance à partir de 2000, ça fait 20 ans, 2003, quoi. Voilà. Merci messieurs d'être venus nous voir et bon cinéma à tous sur LMTV.